Le silence de la pièce n'était troublé que par le cliquetis régulier d'un stylo contre une table, un geste presque inconscient qui traduisait l'état d'esprit dans lequel se trouvait Lionel. Depuis plusieurs jours, il s'accrochait à son projet de master comme à une bouée, refusant d'accorder la moindre place au doute, refusant surtout d'écouter les voix qui tentaient de fissurer l'image parfaite qu'il s'était construite de Christian Peignac. Dans son esprit, tout était simple, presque limpide. Il avait enfin trouvé quelqu'un qui croyait en lui, quelqu'un qui voyait en lui autre chose qu'un élève parmi tant d'autres, et cela suffisait à justifier qu'il ferme les yeux sur tout le reste. Pendant ce temps, ailleurs dans l'institut, l'atmosphère était bien différente. Fleur avançait dans les couloirs avec une détermination qui contrastait avec la fatigue visible dans ses traits. Elle ne dormait plus vraiment, hantée par ce qu'elle avait vu, par ce qu'elle avait compris, et surtout par l'idée qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse. Elle savait que parler, c'était prendre un risque, mais se taire lui semblait désormais impossible. Ce n'était plus seulement une question de morale, c'était une urgence, presque une nécessité vitale. Lorsqu'elle retrouva la serveuse, celle qui avait subi le comportement déplacé de Peignac, elle prit soin de ne pas brusquer les choses. Elle s'assit près d'elle, adoptant une voix douce, presque rassurante, comme si chaque mot devait être pesé pour ne pas faire fuir la vérité. La jeune femme, cependant, semblait déjà ailleurs, comme enfermée dans une résignation silencieuse. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant une peur qu'elle tentait de contenir. Fleur parla alors de plainte, de justice, de la nécessité de ne pas laisser passer ce genre d'acte. Mais les mots se heurtèrent à un mur invisible. La serveuse secoua la tête, évoquant un non-lieu, la peur de ne pas être crue, l'idée insupportable de passer pour une menteuse. Dans son regard, il n'y avait pas seulement de la crainte, mais aussi une forme de lassitude, comme si elle avait déjà accepté l'issue avant même que le combat ne commence. Cette conversation laissa Fleur avec un goût amer. Elle comprenait désormais que le problème était bien plus profond qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement une question de preuve ou de témoignage, c'était une question de pouvoir, d'influence, de perception. Peignac n'était pas un simple chef, il était une figure respectée, admirée, presque intouchable. Et face à cela, la parole d'une serveuse semblait dérisoire. C'est alors qu'elle se tourna vers Malik, cherchant un appui, une confirmation qu'elle n'était pas en train d'exagérer. En racontant ce qu'elle avait découvert, elle sentit sa propre voix trembler, non pas de peur, mais de colère contenue. Elle n'acceptait pas l'idée que quelqu'un comme Peignac puisse continuer à agir ainsi sans être inquiété. Et pourtant, plus elle parlait, plus elle réalisait à quel point la situation était fragile. Mais au fond d'elle, une conviction restait intacte, Lionel ne pouvait pas ignorer cela. Il ne pouvait pas cautionner un tel comportement. Il était trop entier, trop sincère pour accepter l'inacceptable. Cette certitude devint rapidement une obsession, un dernier espoir auquel elle s'accrochait avec une force presque désespérée. C'est dans cet état d'esprit qu'elle décida d'aller le voir. Lionel, de son côté, était plongé dans son travail, concentré, presque hermétique au monde extérieur. Lorsqu'elle arriva, il leva à peine les yeux, comme si sa présence ne constituait qu'une interruption passagère. Fleur tenta d'introduire le sujet avec précaution, mais très vite, les mots lui échappèrent, emportés par l'urgence qu'elle ressentait. Elle parla des remarques, des attitudes, du malaise qu'elle percevait chez certaines filles. Elle tenta de lui faire comprendre que cela allait bien au-delà d'un simple humour déplacé. Mais à mesure qu'elle avançait, elle sentit une résistance se dresser face à elle, une barrière invisible mais infranchissable. Lionel l'interrompit, brusquement, comme s'il refusait d'entendre la suite. Dans son regard, il n'y avait plus de doute, seulement une forme de fermeté presque agressive. Il défendit Peignac avec une intensité qui surprit Fleur elle-même. Pour lui, la situation était claire. Peignac était celui qui l'aidait, celui qui croyait en lui, et cela suffisait à balayer toutes les accusations. Les mots qu'il prononça furent durs, presque violents. Il rejeta les propos de Fleur comme de simples critiques infondées, insinuant qu'elle exagérait, qu'elle ne comprenait pas l'humour du chef. Cette réaction la frappa de plein fouet. Elle ne reconnaissait plus le Lionel qu'elle pensait connaître. Celui qui se tenait devant elle semblait différent, comme transformé par une loyauté aveugle. À cet instant précis, quelque chose se brisa. Fleur comprit qu'elle ne pourrait pas le convaincre, pas maintenant. Elle ressentit une frustration immense, mêlée à une inquiétude grandissante. Si même Lionel refusait de voir la vérité, alors la situation était encore plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Dans le même temps, une autre scène se jouait, loin de ce face-à-face tendu. Une interview croisée réunissait Peignac et Lionel, orchestrée avec soin, comme pour mettre en valeur leur relation. Le chef, fidèle à lui-même, maîtrisait parfaitement son image, ses mots, son attitude. Lorsqu'il évoqua Lionel comme « le fils qu'il n'avait jamais eu »,
la phrase résonna avec une force particulière. Pour Lionel, ces mots furent comme une reconnaissance, une validation profonde de ce qu'il ressentait déjà. Il y vit une preuve de l'importance qu'il avait aux yeux de Peignac, une confirmation qu'il n'était pas simplement un élève parmi d'autres. Cette déclaration renforça encore son attachement, solidifiant le lien qui les unissait. Mais derrière cette image presque idéale, un détail passa inaperçu pour beaucoup. Le refus de Peignac d'évoquer sa propre fille, Coralie. Une omission qui, pour certains, aurait pu sembler anodine, mais qui, dans le contexte actuel, prenait une signification particulière. Fleur, de son côté, n'était pas dupe. Elle observait, analysait, cherchant le moindre indice qui pourrait confirmer ses soupçons. Et plus elle regardait, plus elle voyait les incohérences, les failles dans le discours du chef. Pendant ce temps, la vie de l'Institut continuait, presque indifférente à ce qui se tramait en coulisses. D'autres tensions, d'autres histoires se développaient en parallèle, créant un contraste saisissant avec la gravité de la situation autour de Peignac. Mais pour Fleur, tout convergeait vers un seul point, il fallait agir. Et si Lionel refusait d'ouvrir les yeux, alors elle trouverait quelqu'un d'autre. C'est ainsi qu'elle se tourna vers Olivia. La chef, connue pour son intégrité et son sens de la justice, représentait peut-être la seule chance de faire bouger les choses. Lorsque Fleur lui parla, elle ne prit plus de précautions inutiles. Elle alla droit au but, exprimant ses craintes avec une franchise presque brutale. « Je pense que le chef Peignac est dangereux. » Ces mots, prononcés sans détour, marquèrent un tournant. Olivia, surprise mais attentive, ne balaya pas cette affirmation d'un revers de main. Elle connaissait Fleur, savait qu'elle n'était pas du genre à exagérer sans raison. Et même si elle ne disposait pas encore de preuves, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Dans son regard, une décision commença à se former. Elle allait vérifier par elle-même. Cette prise de position, bien que discrète, allait bientôt déclencher une réaction en chaîne. Car pour la première fois, quelqu'un en position d'autorité acceptait d'envisager que Peignac puisse être autre chose que le chef respecté qu'il prétendait être. Et pendant que cette mécanique se mettait en place, Lionel, lui, continuait d'avancer, inconscient du gouffre qui se creusait sous ses pieds. À ce moment-là, rien ne laissait encore présager à quel point la vérité allait être brutale. Dans le même temps, une tension plus diffuse commençait à s'installer au sein de l'Institut, comme une vibration imperceptible que seuls les plus attentifs pouvaient ressentir. Rien n'était encore visible, rien n'était encore prouvé, et pourtant, quelque chose s'était déplacé, un équilibre fragile qui menaçait de céder à tout instant. Olivia, désormais habitée par les paroles de Fleur, observait avec un regard neuf chaque geste, chaque mot prononcé par Christian Peignac. Le cours se déroulait dans une apparente normalité. Les élèves s'activaient autour de leur plan de travail, concentrés, soucieux de bien faire, comme à chaque séance. Pourtant, dans cette routine bien huilée, certains détails commençaient à émerger avec une netteté troublante. Lorsqu'il s'adressa à Maya, Peignac adopta ce ton faussement léger qui, jusque-là, passait pour une simple excentricité. Mais cette fois, sous le regard attentif d'Olivia, ses paroles résonnèrent autrement. Il l'appela « cocotte », un mot qui, dans un autre contexte, aurait pu sembler anodin. Mais ici, dans cet espace de travail, devant ses camarades, cette appellation prit une dimension différente, presque condescendante. Maya esquissa un sourire hésitant, comme pour masquer son malaise, mais son regard trahissait une gêne qu'elle ne parvenait pas à dissimuler complètement. Quelques instants plus tard, alors qu'elle rencontrait des difficultés sur une découpe, Peignac ne se contenta pas de corriger. Il commenta, à voix haute, devant tous, insinuant qu'il était compliqué d'être mignonne et rusée, à la fois. La phrase, lancée avec un sourire, provoqua quelques rires nerveux. Mais Olivia, elle, ne rit pas. Elle resta en retrait, observant la scène avec une attention presque clinique. Ce n'était pas seulement ce qui était dit, mais la manière dont c'était dit, le regard qui accompagnait les mots, l'assurance tranquille de celui qui se sait intouchable. Tout cela formait un ensemble cohérent, une attitude qui, prise isolément, pouvait sembler anodine, mais qui, mise bout à bout, dessinait un schéma inquiétant. À la fin du cours, Olivia ne chercha pas à temporiser. Elle alla directement à la rencontre de Peignac, refusant de laisser s'installer le doute ou la complaisance. La confrontation fut brève, mais chargée d'une tension palpable. Elle évoqua ses propos, leur caractère déplacé, leur impact sur les élèves. Peignac, fidèle à lui-même, ne se démontra ni surpris ni réellement concerné. Il se contenta de répondre qu'il était « cash », que c'était sa manière de fonctionner, presque comme si cela suffisait à justifier ses écarts.
Ce refus de remise en question, cette assurance presque arrogante, ne firent que renforcer les soupçons d'Olivia. Elle comprit alors que le problème n'était pas ponctuel, mais profondément ancré dans la personnalité du chef. Pendant ce temps, ailleurs dans l'institut, Lionel poursuivait son chemin, toujours enfermé dans la bulle qu'il avait construite autour de sa relation avec Peignac. Il continuait de travailler avec acharnement, persuadé que l'opportunité qui s'offrait à lui était unique, précieuse, et qu'il devait tout faire pour ne pas la gâcher. Mais autour de lui, les regards commençaient à changer. Rose, en particulier, ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Elle avait observé Lionel évoluer au fil des semaines, et ce qu'elle voyait désormais la troublait profondément. Il semblait avoir renié certaines de ses valeurs, abandonné cette sensibilité qui le caractérisait autrefois. Ce changement brutal ne pouvait pas être anodin. Lorsqu'elle en parla à Olivia, sa voix trahissait une inquiétude sincère. Elle évoqua ce revirement, cette impression que Lionel n'était plus tout à fait lui-même. Olivia, déjà ébranlée par ce qu'elle avait observé, ne put que confirmer ce sentiment. Quelque chose n'allait pas, et tout semblait converger vers Peignac. Dans le même temps, la vie de l'Institut continuait de tisser ses propres intrigues, comme un contrepoint presque ironique à la gravité des événements en cours. Jasmine, prise dans une situation absurde, tenta de gérer les conséquences de son mensonge improvisé. En révélant, sans le vouloir, que Tom était le directeur de l'Institut, elle plongea tout son entourage dans une confusion totale. Solal, contraint de jouer un rôle qui n'était pas le sien, se retrouva piégé dans une spirale de mensonges, chaque tentative de rattrapage ne faisant qu'aggraver la situation. Cette intrigue, à la fois légère et tendue, contrastait avec le drame silencieux qui se jouait autour de Peignac, mais elle participait à cette atmosphère générale d'instabilité. Pendant ce temps, à l'hôtel Jourdain, une autre dynamique se mettait en place. Hélène et Michael, venus préparer leur mariage imminent, apportaient avec eux une énergie différente, presque joyeuse. Leur présence rappelait que, malgré les tensions, la vie continuait, que des moments de bonheur existaient encore. Carla et Colin, chargés de s'occuper d'eux, tentaient de mettre de côté leurs propres différends pour assurer leur mission. Mais même dans ce contexte, les tensions sous-jacentes restaient perceptibles, comme si chaque relation au sein de l'Institut était soumise à une forme de pression invisible. Et au milieu de tout cela, Fleur ne lâchait pas prise. Après son échec avec Lionel, elle avait trouvé en Olivia une alliée inattendue, mais elle savait que cela ne suffirait pas. Il lui fallait des preuves, des éléments concrets capables de faire basculer la situation. Elle ne pouvait plus se contenter de ressentis ou de témoignages fragiles. C'est dans cet état d'esprit qu'elle continua d'observer, d'écouter, de chercher. Elle savait que Peignac finirait par commettre une erreur. Et cette erreur, elle devait être prête à la saisir. Dans le même temps, Lionel, lui, avançait sans voir le piège qui se refermait lentement autour de lui. Il continuait de défendre Peignac, de le soutenir, convaincu que les critiques à son égard n'étaient que des attaques injustifiées. Mais cette certitude allait bientôt être mise à l'épreuve. Car au moment où il s'y attendait le moins, un simple message allait suffire à faire vaciller tout ce qu'il croyait savoir. Ce moment, encore suspendu, encore invisible, approchait. Et avec lui, la vérité. À ce moment précis, tout semblait encore en équilibre, comme si la réalité elle-même résistait à l'effondrement malgré les fissures de plus en plus visibles qui parcouraient la perception de Lionel. Depuis plusieurs jours, il s'était enfermé dans une certitude rassurante, persuadé que la relation qu'il entretenait avec Christian Peignac constituait une opportunité rare, presque salvatrice, au point qu'il refusait inconsciemment d'examiner ce qui aurait pu la remettre en cause. Dans cette logique, chaque remarque extérieure, chaque tentative de mise en garde, avait été filtrée, atténuée, puis rejetée, non pas par ignorance mais par un mécanisme de protection intérieure qui lui permettait de préserver une forme de stabilité émotionnelle. Il ne s'agissait plus seulement de confiance, mais d'un attachement profond qui donnait un sens à son parcours et à ses ambitions, ce qui rendait toute remise en question particulièrement douloureuse. Pendant ce temps, Fleur poursuivait son combat avec une détermination qui s'alourdissait à mesure qu'elle prenait conscience de l'ampleur du problème. Elle ne se contentait plus d'observer ou de supposer, elle tentait désormais de relier les éléments entre eux, d'en comprendre la cohérence, et surtout de trouver une manière de faire émerger une vérité qui restait encore enfouie sous des couches de silence et de déni collectif. Dans les couloirs de l'Institut, cette tension diffuse continuait de s'installer sans jamais éclater pleinement, donnant à chaque interaction une dimension légèrement décalée, comme si chacun pressentait l'existence d'un déséquilibre sans parvenir à le nommer clairement. Les discussions se poursuivaient, les cours s'enchaînaient, mais derrière cette apparente normalité, une fragilité nouvelle se faisait sentir, prête à céder au moindre choc.
c'est dans cet état de latence que Lionel reçut le message qui allait tout faire basculer. Rien, dans la forme, ne laissait présager l'importance de ce qu'il contenait, puisqu'il ne s'agissait que d'une simple notification, semblable à toutes celles qu'il recevait quotidiennement. Pourtant, au moment où il consulta son téléphone, une sensation indistincte s'imposa à lui, une intuition difficile à définir mais suffisamment forte pour suspendre son attention et l'amener à ouvrir immédiatement le contenu reçu. La vidéo se lança dans un premier temps sans clarté, les images étant instables, presque hésitantes, comme si elles cherchaient elles-mêmes à se fixer avant de révéler leur signification. Progressivement, les contours devinrent plus nets, les gestes plus lisibles, et ce qui apparaissait encore confus dans les premières secondes prit une forme de plus en plus explicite, jusqu'à ne plus laisser place à aucune interprétation alternative. Lionel demeura immobile, comme figé dans une posture qui traduisait à la fois la surprise, l'incompréhension et une forme de refus immédiat d'intégrer ce qu'il voyait. Le temps sembla se dilater autour de lui, chaque image s'imprimant avec une intensité particulière dans sa mémoire, créant un contraste violent avec la représentation qu'il s'était construite jusque-là. Au fur et à mesure que la scène se déroulait sous ses yeux, les éléments devenaient irréfutables, la présence de Peignac, son attitude, le geste imposé à la jeune femme, la résistance perceptible de celle-ci, et surtout l'absence totale d'ambiguïté dans la nature de l'acte. Il ne s'agissait ni d'un malentendu ni d'une situation interprétable, mais d'un comportement clair, direct et profondément problématique. Face à cette évidence, Lionel ressentit une rupture intérieure brutale, comme si l'ensemble des repères sur lesquels il s'était appuyé venait de céder simultanément. Son esprit tenta, dans un réflexe immédiat, de chercher une explication capable d'atténuer la violence de ce qu'il venait de découvrir, mais aucune justification ne parvenait à s'imposer, laissant place à un vide inconfortable où la réalité s'imposait sans filtre. Dans ce processus, les souvenirs récents revinrent progressivement à la surface, se superposant aux images de la vidéo et modifiant leur signification. Les paroles de Fleur, qu'il avait rejetées avec fermeté, prenaient désormais une cohérence nouvelle, tout comme les attitudes qu'il avait minimisées ou ignorées, donnant à l'ensemble une logique qu'il ne pouvait plus écarter. La colère émergea alors, mais elle ne se dirigeait pas uniquement vers Peignac. Elle se déployait également contre lui-même, contre son incapacité à percevoir plus tôt ce qui lui apparaissait désormais comme évident, contre cette confiance accordée sans réserve qui se révélait aujourd'hui profondément mal placée. Cette double direction de la colère accentuait encore le trouble qu'il ressentait, rendant la situation d'autant plus difficile à contenir. Ce sentiment de trahison ne reposait pas uniquement sur l'acte en lui-même, mais sur tout ce qu'il représentait symboliquement. La figure du mentor, celle qui avait occupé une place presque paternelle dans son esprit, se trouvait brutalement remise en question, laissant apparaître une réalité incompatible avec l'image qu'il avait construite. Sans réellement formuler de décision consciente, Lionel se leva avec une forme d'urgence intérieure qui dépassait la réflexion rationnelle. Il ne s'agissait pas d'une démarche planifiée, mais d'un mouvement instinctif, guidé par le besoin immédiat de confronter la situation, de vérifier par lui-même, et peut-être aussi de chercher une explication qui lui permettrait de stabiliser ce qui venait de se fissurer. Le lieu où il se rendit s'imposa à lui comme une évidence, tant il était associé au moment d'échange qu'il avait partagé avec Peignac. Les marais salants, espace ouvert et habituellement apaisant, représentaient pour lui un cadre familier où les discussions avaient toujours semblé plus sincères, plus directes, ce qui renforçait encore la portée symbolique de la confrontation à venir. Lorsqu'il arriva sur place, le contraste entre l'environnement calme et l'agitation intérieure qu'il ressentait était particulièrement frappant. Le paysage, immobile et presque indifférent, accentuait la perception d'un décalage entre le monde extérieur et ce qui se jouait en lui. Peignac se trouvait là, fidèle à ses habitudes, poursuivant son entraînement sans manifester la moindre inquiétude. Lorsqu'il aperçut Lionel, son attitude resta naturelle, comme si cette rencontre s'inscrivait dans la continuité de leurs échanges précédents, ce qui contribua à renforcer le sentiment de décalage chez Lionel. Cependant, la posture de ce dernier avait changé de manière perceptible. Il ne s'approcha pas avec la même ouverture, ni avec la même confiance, mais avec une retenue marquée, traduisant une distance nouvelle qui s'était installée en quelques instants. Le regard qu'il posa sur Peignac ne portait plus la même admiration, mais une forme d'exigence silencieuse. Plutôt que de recourir à de longs échanges, Lionel choisit de montrer directement la vidéo, laissant les images parler d'elles-mêmes. Ce geste, simple en apparence, contenait une charge émotionnelle considérable, puisqu'il matérialisait le basculement entre deux perceptions irréconciliables. Le silence qui suivit fut dense, presque oppressant, chargé de tout ce qui restait à dire et de tout ce qui venait d'être compris. Peignac observa l'écran,
puis releva les yeux vers Lionel avec une expression maîtrisée, révélant moins de surprise que de calcul, comme s'il cherchait déjà à évaluer la situation plutôt qu'à la subir. Cette réaction, en elle-même, constitua pour Lionel une confirmation supplémentaire. L'absence de véritable choc, l'absence de remise en question immédiate, tout cela renforçait l'idée que ce qu'il avait vu ne relevait pas d'un accident isolé, mais d'un comportement assumé. À cet instant précis, Lionel prit pleinement conscience que la relation qu'il entretenait avec Peignac ne pourrait plus jamais retrouver sa forme initiale. La confiance qui en constituait le socle venait de se fissurer de manière irréversible, laissant place à une réalité plus complexe, plus sombre et impossible à ignorer. Ce moment marquait ainsi une rupture définitive, non seulement dans sa perception de Peignac, mais aussi dans sa propre manière d'appréhender les choses, ouvrant la voie à une remise en question plus profonde dont il ne mesurait pas encore toutes les conséquences. À partir de cet instant, plus rien ne pouvait redevenir comme avant, même si, en apparence, le monde autour d'eux continuait de fonctionner selon ses propres règles, indifférent au bouleversement qui venait de se produire. Lionel, debout face à Peignac, ressentait une forme de lucidité nouvelle qui s'imposait à lui sans qu'il puisse encore en maîtriser les contours, comme si la vérité venait d'ouvrir une brèche irréversible dans tout ce qu'il avait construit jusque-là. Le silence qui s'était installé entre eux ne relevait pas d'une simple absence de mots, mais d'une tension dense, chargée de sens, où chaque seconde semblait peser davantage que la précédente. Lionel attendait une réaction, une explication, peut-être même un aveu qui permettrait de donner une forme à ce qu'il venait de découvrir, mais ce qu'il percevait chez Peignac ne correspondait en rien à ce qu'il espérait, ni même à ce qu'il redoutait. L'attitude du chef restait maîtrisée, presque froide, comme si la situation n'avait rien d'exceptionnel, comme si l'image qu'il venait de voir ne nécessitait pas de justification particulière. Cette absence de trouble visible produisit chez Lionel un effet inattendu, car elle renforçait l'impression que ce comportement n'était pas un accident, mais l'expression d'une manière d'être profondément ancrée. Dans cette configuration, Lionel comprit que la confrontation ne se jouerait pas sur le terrain de l'émotion, mais sur celui de la lucidité. Il ne pouvait plus s'appuyer sur la relation qu'il pensait avoir avec Peignac, ni sur la confiance qu'il lui avait accordée, car tout cela venait d'être remis en question. Ce qui se tenait désormais devant lui n'était plus un mentor, mais un homme dont les actes exigeaient d'être regardés sans filtre. À mesure que cette prise de conscience s'installait, une forme de recul commença à apparaître dans son esprit, lui permettant de revisiter les événements récents avec un regard différent. Les paroles de Fleur, qu'il avait rejetées avec une brutalité presque défensive, reprenaient une place centrale dans son raisonnement, tout comme les signaux faibles qu'il avait jusque-là ignorés, soit par loyauté, soit par confort. Ce processus n'était pas instantané, ni totalement structuré, mais il révélait déjà une transformation intérieure importante, marquée par le passage d'une confiance aveugle à une analyse plus critique, plus exigeante. Lionel ne cherchait plus à protéger l'image de Peignac, mais à comprendre la réalité de ce qu'il avait sous les yeux. Dans le même temps, à l'Institut, les conséquences des premières alertes commençaient à se faire sentir de manière plus concrète, même si elles restaient encore contenues dans un cadre informel. Olivia, après sa confrontation avec Peignac, ne pouvait plus ignorer ce qu'elle avait observé, ni les incohérences qu'elle percevait désormais dans son comportement. Son rôle de formatrice lui imposait une responsabilité particulière, d'autant plus que les élèves, comme Maya, se trouvaient directement exposés à ce type d'attitude. Elle comprenait que le problème ne pouvait plus être traité comme un simple différend pédagogique ou un excès de langage, mais qu'il relevait d'une question plus large, liée à la sécurité et au respect au sein de l'Institut. Cependant, agir sans preuve tangible restait compliqué, ce qui plaçait Olivia dans une position délicate, oscillant entre la nécessité d'intervenir et les limites imposées par le cadre institutionnel. Elle savait que la moindre décision devait être réfléchie, argumentée, et surtout soutenue par des éléments concrets, faute de quoi elle risquait de fragiliser sa propre crédibilité. De son côté, Fleur continuait d'évoluer dans une forme d'attente tendue, consciente que quelque chose devait forcément basculer, mais sans savoir exactement quand ni comment. Elle ne regrettait pas d'avoir parlé, ni d'avoir insisté, même si les réactions qu'elle avait rencontrées, notamment celles de Lionel, avaient été particulièrement difficiles à encaisser. Elle percevait malgré tout un changement subtil dans l'atmosphère, comme si les lignes commençaient à bouger, comme si son insistance avait fini par produire un effet, même indirect. Cette intuition la maintenait dans une posture active, prête à intervenir de nouveau si la situation l'exigeait. Pendant ce temps, Lionel restait face à Peignac, mais quelque chose avait définitivement changé dans la manière dont il se positionnait. Il ne cherchait plus à comprendre dans le sens de justifier, mais dans celui de confronter, ce qui modifiait profondément la dynamique entre eux.
L'échange qui suivit ne prit pas la forme d'une explosion immédiate, mais plutôt celle d'une tension contenue où chaque mot, chaque regard, venait renforcer la rupture en cours. Lionel ne retrouvait plus les repères qui structuraient auparavant leur relation, et cette perte de cadre accentuait encore le malaise qu'il ressentait. Dans cette configuration, il devenait évident que le lien qui les unissait ne pouvait plus fonctionner selon les mêmes règles. La confiance, une fois fissurée à ce point, ne pouvait pas être restaurée par de simples explications, d'autant plus que l'attitude de Péniac ne montrait aucun signe de remise en question véritable. Cette absence de prise de conscience, ou peut-être ce refus d'en montrer les signes, constituait en soi un élément déterminant pour Lionel, qui comprenait désormais que la situation dépassait largement le cadre d'un malentendu ou d'un comportement isolé. En quittant les marais salants, il ne ressentait pas de soulagement, mais plutôt une forme de clarté douloureuse, comme si le fait de voir la réalité telle qu'elle était impliquait nécessairement une perte, celle d'une illusion à laquelle il s'était attaché plus qu'il ne l'avait lui-même réalisée. Ce retour vers l'Institut ne se faisait pas seulement dans l'espace, mais aussi dans une nouvelle posture intérieure, où Lionel devait désormais assumer les conséquences de ce qu'il savait. Il ne pouvait plus ignorer, ni minimiser, ni détourner le regard. Et au fond de lui, une question commençait à s'imposer avec insistance, une question qu'il n'avait pas encore formulée à voix haute, mais qui allait bientôt devenir centrale. Que faire, maintenant qu'il savait ? Dans cette interrogation se jouait la suite des événements, car la vérité, une fois révélée, ne laissait jamais les choses intactes. Le retour de Lionel à l'Institut ne fut pas marqué par une agitation visible, mais par une transformation intérieure suffisamment profonde pour modifier chacun de ses gestes, chacun de ses regards. Il avançait dans les couloirs avec une forme de lucidité nouvelle, comme si chaque détail prenait désormais une signification différente, comme si le monde qu'il connaissait venait d'être réinterprété à la lumière d'une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Ce changement ne se traduisait pas immédiatement par des actions spectaculaires, mais plutôt par une distance progressive, presque imperceptible, qui s'installait entre lui et tout ce qui était lié à Péniac. Là où il voyait auparavant une figure inspirante, il percevait désormais une zone d'ombre, un espace de doute qu'il ne pouvait plus combler par la simple confiance. Dans le même temps, Fleur observait ce basculement avec une attention particulière, consciente que quelque chose avait changé sans pour autant en connaître encore la cause précise. Elle ne cherchait pas à forcer les choses, mais restait attentive à chaque signe, à chaque variation dans le comportement de Lionel, espérant sans oser y croire que ses paroles avaient fini par produire un effet. Lorsqu'ils se croisèrent, l'échange fut bref, presque suspendu, mais chargé d'une tension différente de celle qu'ils avaient connue auparavant. Lionel ne rejeta pas ses propos, ne les minimisa pas non plus, et cette absence de réaction défensive constitua en soi une évolution significative. Fleur comprit alors que quelque chose s'était fissuré, même si elle ignorait encore l'ampleur de cette rupture. De son côté, Olivia poursuivait sa réflexion avec une rigueur qui traduisait l'importance qu'elle accordait à la situation. Elle ne pouvait pas se contenter d'une intuition, ni même d'une observation isolée, car ce qu'elle envisageait impliquait des conséquences lourdes, tant pour les élèves que pour l'institution elle-même. Elle savait que chaque décision devait être fondée, argumentée, et qu'elle ne pouvait pas se permettre de se tromper. Cependant, les éléments s'accumulaient, et la cohérence qui en résultait devenait difficile à ignorer. Les remarques déplacées, les attitudes ambiguës, les témoignages indirects, tout contribuait à dessiner un portrait de plus en plus préoccupant. Olivia se trouvait désormais à un point charnière, où l'inaction devenait presque aussi problématique que l'erreur. Pendant ce temps, Péniac continuait d'évoluer dans l'espace de l'Institut avec une assurance qui pouvait sembler intacte, comme si rien n'avait changé, comme si les tensions qui l'entouraient ne l'atteignaient pas réellement. Cette continuité apparente contrastait fortement avec ce qui se jouait en coulisses, renforçant l'impression d'un décalage entre l'image publique et la réalité perçue par certains. Mais ce décalage ne pouvait pas durer indéfiniment. Car la vidéo que Lionel avait reçue ne constituait pas seulement une preuve, elle représentait un point de bascule, un élément capable de transformer une suspicion diffuse en certitude tangible. Et même si Lionel n'avait pas encore décidé de ce qu'il allait en faire, le simple fait qu'elle existe modifiait déjà l'équilibre de la situation. Dans cette configuration, Lionel se retrouvait face à une responsabilité qu'il n'avait pas choisie, mais qu'il ne pouvait plus éviter. Il savait désormais que rester silencieux reviendrait à cautionner ce qu'il avait vu, à accepter une réalité qu'il refusait pourtant intérieurement. Mais agir impliquait également de prendre des risques, de remettre en cause des équilibres, et surtout d'affronter les conséquences d'une vérité difficile à porter. Ce dilemme s'imposait à lui avec une intensité croissante, rendant chaque décision plus complexe, chaque hésitation plus lourde.
Il ne pouvait plus revenir en arrière, mais il n'était pas encore prêt à avancer pleinement. Dans le même temps, Fleur, Olivia et même certains élèves comme Maya se trouvaient, sans le savoir, au cœur d'un processus qui les dépassait, mais auquel ils participaient malgré eux. Chacun, à sa manière, contribuait à faire émerger une vérité qui ne pouvait plus être contenue indéfiniment. Et au centre de tout cela, Lionel représentait désormais le point de convergence, celui par qui tout pouvait basculer. La situation n'était plus simplement une question de comportement inapproprié, mais un enjeu plus large, touchant à la confiance, à l'autorité, et à la manière dont une institution choisit de protéger ceux qui en font partie. Dans ce contexte, chaque silence devenait une prise de position, chaque parole une possible rupture. La journée avançait, mais rien ne se résolvait encore, comme si le récit lui-même retenait son souffle avant un événement plus décisif. Les regards se croisaient, les non-dits s'accumulaient, et une tension invisible continuait de se propager, prête à éclater à tout moment. Au fond, Lionel le savait déjà, ce qu'il avait découvert ne disparaîtrait pas, ne s'effacerait pas avec le temps. La vidéo resterait là, comme une preuve irréfutable, comme un rappel constant de ce qu'il avait vu et de ce qu'il ne pouvait plus ignorer. Et dans cette prise de conscience, une certitude commençait à émerger, encore fragile mais bien réelle, il ne pourrait plus être le même, et ses choix à venir détermineraient bien plus que son propre parcours. Car ce qu'il avait vu ne concernait pas seulement Peignac. Cela concernait tout le monde.